Donc je m'appelle Axel de Russé, donc je suis photojournaliste. J'ai travaillé beaucoup en Arctique par le passé, où j'ai fait un reportage sur la ville habitée la plus au nord du monde. En fait, quel est le quotidien des habitants de la ville la plus au nord du monde, qui est Longyearbyen, et qui est en Arctique norvégien, sur l'archipel du Spitzberg. Et à travers eux aussi, l'idée était de montrer quelles étaient les conséquences du réchauffement climatique et comment cet endroit aux extrémités de la planète lutter contre ce réchauffement ou s'adapter plutôt au changement climatique. Et suite à ça, j'ai décidé de faire la même chose à l'extrême inverse, d'aller dans la ville la plus australe du monde, qui est Puerto Williams au Chili, qui est un peu un copier-coller de l'autre ville qui s'appelle Longyearbyen, puisqu'ils ont le même nombre d'habitants, c'est 2000 habitants dans chaque ville. Et j'ai décidé de faire un parallèle entre les deux lieux les plus extrêmes au monde pour voir également comment on y vivait et quels étaient ces habitants du bout du monde et comment ils affrontaient les changements climatiques. Voilà. Donc j'imaginais un lieu assez semblable au nord, très touristique, et en fait c'est pas du tout le cas, c'est un lieu très préservé. Dans le nord il n'y a aucun arbre, il n'y a aucune végétation, et l'hiver tout est blanc et il n'y a vraiment rien. Tandis que dans le sud, et ça je l'imaginais un peu, c'est très très arboré. Donc il y a des forêts primaires, énormément d'arbres, des tourbières, c'est très vert. Et donc ce sont deux lieux extrêmement différents. Non, je m'attendais pas à une telle différence. Je m'attendais à des modes de vie assez similaires, à un afflux touristique assez similaire, voilà. Mais non, on va dire que c'est plus authentique. Le sud est plus authentique. Le village habité le plus au nord du monde, on est très proche du pôle Nord, on est seulement à 800 km, tandis que dans le village le plus au sud, on est quand même assez éloigné du pôle Sud, qui est en Antarctique et qui est plus éloigné. Donc on est dans une zone subantarctique, qui est moins froide que le Nord, et donc les changements climatiques sont moins perceptibles. Mais bien sûr, on a les mêmes phénomènes, l'eau qui se réchauffe, les glaciers. Il y a beaucoup de glaciers dans la zone australe, qui est le canal de Beagle. Beaucoup de glaciers. Et donc là, il y a une fonte très très visible d'ailleurs. Il y a des espèces de poissons qui apparaissent qui n'existaient pas avant puisque les eaux se réchauffent. C'est pas des événements climatiques très visibles, visuels, voilà, comme je sais pas moi, un tsunami, des tempêtes, etc. Donc c'est très subtil, donc c'est dur à montrer. Donc c'est pour ça que je vais utiliser des moyens techniques et photographiques différents, comme l'infrarouge ou de brûler des négatifs, etc. pour donner cette idée de réchauffement, parce qu'il est latent. Enfin, c'est comme dans d'autres endroits du monde, il est latent, il n'est pas perceptible à l'œil nu, donc il faut utiliser aussi. Pour appuyer le propos documentaire, il faut utiliser des techniques nouvelles et différentes. Ça peut peut-être toucher de façon différente le spectateur. Alors, il y a quand même une prise de conscience, enfin, surtout dans le nord, c'est très perceptible. Avant, il y avait des gros bateaux de croisière de 2000, je crois que ça pouvait monter jusqu'à 3000 personnes qui arrivaient dans le port de Longyearbyen pour soit faire du chien de traîneau, soit faire des balades, etc. Et ils ont arrêté depuis cette année, ils ont retirer l'autorisation de ces bateaux de croisière qui ne peuvent plus stationner dans le port. Donc ils peuvent plus descendre à 2000 ou 3000 personnes en même temps dans le village. À l'inverse, au Chili, dans le sud du Chili, donc à Puerto Williams, ils essayent d'attirer plus de touristes. C'est une zone qui est pas du tout touristique, donc à l'inverse, cette année, ils ont commencé la construction d'un hôtel pour que les bateaux de croisière puissent faire escale et descendre justement sur le territoire. Donc on a un peu un effet inverse, c'est ce qui est intéressant. Dans le nord, il y a le traité de l'Arctique qui vise à respecter il y a toute une série de mesures qui doivent être respectées. Et dans le sud du Chili, c'est une terre qui est plus préservée. Et j'ai trouvé, en interrogeant les scientifiques, que pour l'instant, il n'y avait pas de cadre de protection vraiment très ferme et très strict comme en Arctique. Donc ils sont pareils, encore une fois, on a l'impression qu'ils ont un temps de décalage. Ils n'ont pas encore souffert en fait de la surexploitation du territoire en termes touristiques ou économiques, et du coup, ils sont plutôt dans l'envie de profiter sans avoir vraiment conscience de l'impact que ça peut avoir sur le territoire. Alors, bon, les habitants du pôle sont généralement des personnages atypiques. Dans ces deux lieux particuliers, c'est pas des gens qui viennent du lieu, qui sont pas nés là-bas, c'est des gens qui viennent s'installer.
Donc c'est en général des aventuriers, ou dans le nord c'est des mineurs, ou dans le sud beaucoup de militaires parce que c'est une base militaire. Donc c'est des gens qui ont choisi de venir, donc ils ont une appétence pour l'aventure, la vie extrême, les températures extrêmes. C'est des gens très particuliers. Dans le nord on appelle ça le polar bug, donc c'est un peu une espèce de bug polaire. Dans le sud, il y a quand même des habitants autochtones, on va dire, c'est les Yaghan, c'est le peuple qui vivait en terre de feu avant l'arrivée des colons, etc. Voilà, il n'y a plus de descendants directs. La dernière Yaghan est morte il y a 2 ans, et il y a ses fils qui sont là, mais qui sont métis en fait. C'est une population qui a été détruite, mais qui aujourd'hui est mise en avant. Il y a un musée Yaghan, et voilà, on essaye de les réhabiliter un peu tard.